AUKUS, Quad, le retour vers un système d'alliance révélateur d'une nouvelle dynamique géopolitique. C'est la question que nous allons nous poser dans les rendez-vous de la géopolitique, où nous avons eu l'occasion dans le passé de traiter la question des alliances, certes rarement, puisque nous sommes intéressés principalement à l'OTAN, dont la logique déclinante à travers le temps nous a montré un affaiblissement des alliances. Mais aujourd'hui, les alliances semblent revenir au cœur du jeu, entre États et avec une dynamique militaire forte. C'est cette question donc que nous allons traiter aujourd'hui avec l'AUKUS et Quad et avec Fabrice Ravel. Fabrice, bonjour. Bonjour Olivier, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je l'ai dit, on a deux termes, une abréviation, Quad, un acronyme, AUKUS. On va essayer de revenir sur ces deux alliances qui ont été structurées récemment, et peut-être par celle qui a été structurée la plus récemment, puisqu'elle fête quasiment son premier anniversaire aujourd'hui, on est à quelques jours près, c'est l'AUKUS. Oui, c'est vrai que c'est assez opportun de se poser cette question finalement, parce que on est pratiquement à quelques semaines près sur la date anniversaire. Vous avez raison de l'évoquer, on va y revenir, le 15 septembre 2021. Et c'est un anniversaire qui est resté très très feutré eu égard à l'ensemble de l'actualité géopolitique. On peut le comprendre d'un certain point de vue, mais ça occulte des dimensions géopolitiques très très fortes, avec des incidences telles qu'on va s'efforcer de les démontrer, qui sont également très très importantes. Alors vous nous invitez peut-être aussi à réappréhender chacune de ces deux alliances avant que d'en tirer les conséquences, ce qu'on va s'efforcer de faire bien volontiers. D'abord, il y a l'AUKUS, effectivement, donc, qui est un acronyme tiré de l'anglais ou de l'américain ou de l'anglo-saxon. On voit bien qu'en fait, on a Australia, United Kingdom et United States of America, et que donc c'est la conjugaison de ces trois États qui amène la création d'une alliance militaire. Ce qui est très important à rappeler, me semble-t-il, c'est que cette alliance militaire, d'abord, s'est faite dans des circonstances et suivant des logiques assez, décalées. D'abord parce que, en réalité, c'était pas attendu, et que c'est à l'occasion d'une convocation de journalistes lors d'une visioconférence qu'on a appris la concrétisation de cette alliance-là, alors que d'ailleurs, ce n'était pas forcément l'ordre du jour tel qu'il était prévu. Et ça s'explique d'autant plus que, en fait, cette alliance avait été réfléchie et amenée à bien après 18 mois de réflexion et d'accord entre les trois pays, dans évidemment le secret le plus abouti. Je rappelle que, d'ailleurs, en France en particulier, on s'est surtout prononcé sur cette question et on a surtout observé cette question à travers la perte du contrat des sous-marins avec les Australiens. Mais en fait, bon, ça, on peut comprendre que ça accapare particulièrement l'état d'esprit français. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, à travers cette alliance, on a des Australiens qui vont acquérir 8 sous-marins nucléaires américains. Et là, je demande à nos auditeurs de bien comprendre d'emblée cet aspect parce qu'il tout de suite, il vient donner un argument très très fort ou légitimer de façon très très forte notre problématique. On est sur une alliance militaire de type nucléaire. Et de type nucléaire, c'est-à-dire dans lequel on va être amené à partager des secrets sur la technologie nucléaire et sur l'utilisation du nucléaire. C'est quasiment du jamais vu. Je demande vraiment à nos auditeurs de l'entendre. Et là, on aiderait donc la Royal Navy australienne, les Britanniques et les Américains, qui de concert souhaitent se regrouper sur ces technologies. Donc là, on a bien une alliance militaire forte qui se met en place, de surcroît sur des éléments ou sur des paramètres qui sont très très hauts sur l'échelon militaire. Donc ça, c'est déjà un premier point. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, le fait que la Nouvelle-Zélande refuse d'intégrer cette alliance ne fait que corroborer le pressentiment qu'on a par rapport à ça. Car je rappelle que la Nouvelle-Zélande refuse, de par une décision politique qu'elle a prise, que des navires nucléaires rentrent dans ses eaux territoriales. Donc cet accord étant prioritairement fait sur des logiques nucléaires, la Nouvelle-Zélande n'est pas rentrée, ce qui est assez intéressant car elle faisait partie d'une alliance précédente avec les trois pays que nous avons cités précédemment. Alors, ce n'est pas le seul vocable, on a aussi des logiques qui sont liées bien sûr à l'utilisation des forces sous-marines, à la projection de munitions dans l'espace aérien, etc. Mais on voit bien que là, on est sur une dimension militaire très très forte d'une part, et qu'en plus, elle est essentiellement à base nucléaire. Donc c'est déjà un premier élément de réponse, me semble-t-il, par rapport à la problématique telle qu'on se propose que d'y répondre. Et d'ailleurs, pour être totalement transparent, la Chine ne s'y est pas trompée, car dès le lendemain, le 16 septembre 2021,
elle a critiqué cette alliance en faisant remarquer qu'elle poussait non seulement à la renucléarisation de la région, mais surtout qu'elle poussait à une course aux armements. Donc on voit bien que là, on a déjà un premier élément fort qui nous laisse à penser qu'on aurait une présence des alliances militaires importante dans cette troisième décennie du XXIe siècle. Il y a une autre alliance qui a eu une durée de vie d'abord brève, qui a été dormante, qui a été réactivée récemment, qui est le Quad. Et là aussi, on se demande si elle est en complément ou en ajout à celle-ci. Alors c'est très juste. Déjà, certains observateurs, je pense, spontanément ont pu s'étonner de voir qu'on commence par l'alliance la plus récente, et que ce qui est un peu contraire, on va dire, à une construction qui serait basée sur la chronologie, parce qu'on aurait pu s'attendre spontanément, effectivement, à ce qu'on évoque d'abord le Quad, qui a été créé suite à un tsunami dans la première décennie du XXIe siècle. Ce qui est assez intéressant à rappeler, tel que vous nous y invitez d'ailleurs, c'est que d'abord, voilà une organisation qui est restée relativement en sommeil, ou terne, ou peu active pendant au moins 15 ans. D'ailleurs, il y a un autre point qui est intéressant, c'est que c'était basé sur une coopération qui était plutôt liée à la nécessité de s'entraider dans le Pacifique et autour de l'océan Indien suite à des déboires climatiques. Et je trouve que c'est d'autant plus révélateur qu'on voit bien que ça correspond à l'état d'esprit de l'époque, on y reviendra certainement, qui consistait à considérer que les actions internationales s'inscrivaient moins dans des démarches de géopolitique classique, serait-on tenté de dire, que dans des démarches qui correspondraient plus à la sortie de la fin de la guerre froide. Et on a déjà beaucoup de fois l'occasion ou l'opportunité que d'évoquer ces questions. On en redira peut-être un mot en conclusion. Donc on a déjà le Quad, qui est une alliance, alors entre les États-Unis, l'Inde, ça c'est fondamental, parce qu'on va y revenir, on comprend bien quand même que là on a un pays à la dimension qui est particulièrement prégnante ou importante, le Japon et l'Australie. Et évidemment, le point qu'il faut rajouter, c'est que suite à ça, on pourrait s'étonner de deux choses. D'abord, si cette association a été très discrète, pourquoi en parler aujourd'hui? Mais c'est parce qu'à partir de 2017, elle a été quelque part réactivée, mais sur un aspect un peu différent. Parce que, en fait, elle a été réactivée d'abord par Trump, et clairement dans une logique, on serait tenté de dire, non seulement de compétition, mais de rivalité avec la Chine, et même de crainte vis-à-vis de la Chine. Donc là, on voit bien qu'on a une même organisation dont l'objet est en train de totalement évoluer. Et ce qui est assez intéressant à souligner, c'est que dans la continuité, Joe Biden s'est inscrit dans la même grille de lecture, ce qui est un peu étonnant quand on se rappelle les efforts démesurés qu'ils avaient pour montrer à quel point ils étaient différents. En fait, on a Joe Biden qui, dès le 12 mars 2021, c'est-à-dire peu de temps après sa prise en fonction réelle, fait une réunion en distanciel ou en numérique avec les différents chefs d'État. Donc c'est déjà assez intéressant. Mais là où c'est encore plus intéressant, me semble-t-il, en termes de date, c'est que le 24 septembre 2021, donc 9 jours après l'annonce de l'AUKUS, on a une réunion à Washington qui se prétend informelle, mais dans laquelle on a quand même, excusez du peu, présent le Premier ministre indien, le Premier ministre japonais et le chef du gouvernement australien. Donc là, on a une manifestation claire et nette d'un réveil du Quad, tel que d'ailleurs il n'avait jamais existé. Et Joe Biden a beau dire que la démarche se veut essentiellement économique, et l'ensemble de ses collaborateurs ont beau dire que surtout le Quad a une vertu, c'est qu'on y fait tout sauf de la géopolitique, on comprend bien, eu égard quand même au contexte qu'on est en train de redresser, qu'on peut être un minimum dubitatif quant à ces assertions. D'autant plus que, si on regarde véritablement quelles sont les nouvelles missions qui sont attribuées au Quad, qu'est-ce qu'on remarque? Qu'il s'agit de protéger la diffusion de la 5G, la production des semi-conducteurs, les puces électroniques, et on voit bien qu'on est sur des industries stratégiques, c'est évident, mais on peut rajouter en plus de cela que l'Inde, c'est quand même un pays qui avait été très en retrait, y compris pendant la guerre froide. Alors on ne dira pas forcément qu'il est tradition neutre, ce serait aller trop loin. On avait déjà fait une séance sur la neutralité dans le cadre des séances de géopolitique, mais qui avait une posture qui était quand même très très en retrait. Donc là, on constate qu'en plus, on a une montée en puissance
de l'Inde. On augmentera cet argumentaire en faisant remarquer que les Indiens ont signé un accord pour partager des images satellitaires d'observation et de renseignement. Donc là, on voit bien quand même qu'on est en train de glisser sur des questions de surveillance, pour ne pas dire sur des questions militaires. De surcroît, il y a le Premier ministre japonais qui dit que les 4 pays concernés partagent, je cite, des valeurs démocratiques partagées. Donc là, on sent bien qu'il y a quand même un pays qui devrait plus ou moins commencer à se sentir dans le cœur du viseur du Quad. Et puis, la dernière chose qu'on peut faire remarquer, c'est qu'il y a quand même des manœuvres militaires annuelles. Donc, pour une organisation qui est censée être totalement économique, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle prend quand même une dimension militaire qui est assez surprenante. Alors, évidemment, à l'énoncé de ce qu'on est en train de dire, la question qu'on pourrait se poser, c'est de se demander si on n'a pas affaire finalement à 2 organisations qui se superposeraient, mais dans le sens où elles seraient redondantes, et une sorte de cacophonie ou on va dire de dimension un peu brouillonne, une sorte de gribouillage géopolitique, si vous me permettez cette expression, qui nous amènerait à dire, bon, tout ça a l'air très confus. Je ne le crois pas du tout. Je pense que ce n'est pas une bonne grille de lecture. Je pense qu'en réalité, le calcul là est très très clair. Il est assez élevé, parce que si on regarde bien, l'AUKUS, c'est quelque chose de très particulier. On voit bien qu'on a affaire à 3 pays anglo-saxons qui sont historiquement, linguistiquement, civilisationnellement très très proches, et que d'ailleurs cette proximité est nécessaire pour permettre qu'on ait suffisamment confiance l'un envers l'autre afin de partager des technologies dont on rappelle, on l'a dit, qu'elles sont ni plus ni moins que des technologies, excusez du peu, de nucléaire militaire. Donc là, on est quand même sur un degré d'amitié militaire, ou en tout cas de confiance telle qu'elle doit exister, afin qu'on puisse mettre ça en place. Quand on regarde bien le Quad avec les pays qui le constituent, on voit bien quand même qu'il y a des différences beaucoup plus importantes. Donc moi j'ai l'impression que la grille de lecture qu'il convient d'avoir, c'est plutôt un deuxième cercle ou un deuxième anneau. Pour reprendre d'ailleurs des logiques de Nicholas Spykman, ce grand stratège américain sur les questions océaniques, parce qu'en réalité, tout se passe comme si il y avait plusieurs cercles concentriques dont la volonté était d'enserrer un pays dont on a très très bien compris en réalité que c'est la Chine. Et donc il y aurait un premier anneau peut-être plus proche, plus étroit, clairement militaire. Et puis il y aurait un deuxième anneau plus large qui d'ailleurs s'élargirait non seulement sur l'identité des pays qui la composent, mais sur la nature de l'alliance, qui, loin d'être contingenté, c'est plutôt comme ça qu'il faut le voir, c'est à l'envers, qui, loin d'être contingenté à la question militaire, s'élargit même aux questions économiques. Et on peut s'interroger sur le fait de voir si les Américains ne sont pas en train de déployer là la réponse plus qu'aux trop fameuses routes de la soie chinoise. Moi, j'ai tendance à considérer que c'est surtout la fameuse stratégie du collier de perles, qui est la dimension géopolitique de la stratégie chinoise. Je pense que là, on a l'effet boomerang ou le revers tel que les Américains cherchent à le mettre en place. Vu comme ça, on voit bien que d'ailleurs ces 2 alliances sont très complémentaires, ont une dimension, une emprise sur la région qui, le fait qu'elle soit conjuguée, l'augmente considérablement. Mais en tout cas, eu égard à tout ce qu'on vient de dire, on voit bien, et c'est resté relativement diffus ou secret, qu'on a là une remontée en puissance radicale des alliances militaires, ce qui peut contribuer à être une surprise en soi. Alors, à travers l'AUKUS et le Quad, on va essayer justement de tirer un certain nombre d'enseignements géopolitiques de la situation et de voir en quoi ça montre ou ça montrerait un retour de la géopolitique après une période où il semblait que les logiques d'alliance étaient vouées à disparaître. Le premier enseignement, justement, c'est le retour des logiques d'alliance militaires. Il faut bien préciser militaires. Oui, il faut quand même en renforcer la dimension et la perception en remettant tout simplement le constat tel qu'on vient de le dresser dans son contexte historique. Parce que je pense que le constat sera d'autant plus fort qu'on va le remettre dans une perspective qui paraît indispensable. Et là, finalement, on a 3 temps. Et c'est au regard de ces 3 temps qu'on comprendra mieux à quel point le retour de ces alliances militaires est vraiment un facteur qu'il faut prendre en considération. Le premier temps, c'est le temps de la guerre froide. On pouvait légitimement s'y attendre. Alors si on peut évidemment ergoter sur les dates de la guerre froide, mais si on en vient à une chronologie à la fois facile et classique, on pourra dire 1945 à 1991, on a bien là un temps où les États-Unis, on va y revenir d'ailleurs, semblent
particulièrement enclins à mettre en place un certain nombre d'alliances. Alors, on a vraiment l'OTAN, le traité de l'Alliance de l'Atlantique Nord, qui est mis en place en 1949, dont on voit bien qu'il est dirigé contre l'Union soviétique. D'ailleurs, en vis-à-vis ou à contrario, on a le pacte de Varsovie, qui est un peu moins connu, puisqu'il a disparu et qu'il est tombé en désuétude. Et puis, on avait aussi un autre traité qui est moins connu, qui est l'OTAS, qui était le traité de l'Alliance de l'Asie du Sud-Est, dans lequel on avait une alliance entre la Thaïlande, les Philippines, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Et on voit bien que là aussi, c'est l'Union soviétique qui était visée. Donc on voit bien qu'il y a toute cette période durant laquelle les deux grandes superpuissances cristallisent leur affrontement à travers une juxtaposition de plusieurs alliances, suivant d'ailleurs les différents secteurs géographiques durant lesquels on se trouve. Donc là, on a une première séquence qui est très claire. Mais on a une deuxième séquence dans laquelle la fin de la guerre froide, l'effondrement de l'Union soviétique et le sentiment ou la sensation que les guerres disparaissent, amène très clairement à la fin d'un certain nombre des alliances telles qu'on les a énoncées, d'abord, puisque l'OTAS, par exemple, disparaît même avant, en 1977, le pacte de Varsovie disparaît, et d'ailleurs, de rappeler que l'OTAN s'est maintenue, mais que l'OTAN s'est maintenue avec un certain nombre d'interrogations qui consistaient à se demander, d'ailleurs, quelle pouvait être la légitimité de l'OTAN alors qu'elle continuait à exister dans un cadre qui était totalement différent de celui dans lequel elle était censée opérer. Donc on se retrouvait là dans une phase, jusqu'encore dans un temps très récent, où on se dit, finalement, on est dans une autre période et les alliances militaires ne servent plus à rien. Là, on a peut-être été un peu vite, c'est qu'on pensait que d'ailleurs ce serait définitivement, ne servirait plus à rien. Et puis on a un troisième temps qui avait commencé déjà un peu avant, parce qu'on voit bien que là, il y a, à tort ou à raison, une perception, je crois que le terme est important, parce qu'on voit bien la dimension subjective, une perception telle que les États-Unis se font de la montée en puissance de la Chine, qui les amène à particulièrement craindre cette montée en puissance et qui les amène à reconduire ces alliances avant même la crise, qui est bien sûr la guerre en Ukraine déclenchée le 24 février 2022 par la Russie, guerre déclenchée par la Russie, qui en plus revigore définitivement l'OTAN. On voit bien que d'ailleurs un certain nombre de pays maintenant souhaitent revenir à l'OTAN. On est bien loin de l'époque où on pensait que l'OTAN allait disparaître. Donc on a bien là trois temps, et on voit bien en guise de complément qu'on a bien un retour de ces alliances militaires. Ce qui est peut-être intéressant à souligner, c'est qu'on ressent bien à travers l'ensemble de ces alliances que les États-Unis jouent un rôle majeur dans la constitution de celle-ci, ou dans l'abandon de celle-ci, puis dans le retour de celle-ci, et qu'il y a peut-être là un certain nombre d'incidences ou de conséquences qu'il va falloir observer et dont il va falloir tenir compte. Ce qui nous amène très naturellement à notre deuxième enseignement qu'il faut retenir, c'est celui des États-Unis, de la place, l'initiative qu'ils prennent dans ce jeu d'alliance. Alors, ce deuxième enseignement, il faudrait le décliner en deux points. Le premier point, ce serait la vision justement des États-Unis du jeu d'alliance, l'évolution de la perception au fil du temps, évolution, involution, révolution. Peut-être qu'on peut revenir là-dessus déjà. Oui, alors c'est un point qui va être, me semble-t-il, relativement aisé à appréhender, parce que tout simplement, on va avoir le sentiment qu'il est un peu le reflet de ce qu'on vient de dire, car ce qu'on va observer très vite, c'est que l'attitude des États-Unis envers les alliances militaires correspond exactement à l'évolution de la dynamique, on serait presque tenté de dire du momentum en américain face à ces alliances militaires. C'est-à-dire qu'on va bien voir que quand ces alliances militaires sont à la mode, c'est parce que les États-Unis d'Amérique s'empressent de les construire, qu'ensuite, quand elles ralentissent, on va se rendre compte que c'est parce que les États-Unis d'Amérique y font beaucoup moins attention, et que quand on y fait à nouveau attention, c'est parce qu'on va se rendre compte que les États-Unis y font à nouveau attention. Donc là, il y a une imbrication d'ailleurs qui est intéressante, parce qu'on voit bien que les États-Unis jouent un rôle majeur quand même dans l'évolution de ces alliances, ce qui va nous amener d'ailleurs à peut-être soulever déjà un premier point paradoxal. Alors, le premier temps, qui est le temps de la guerre froide, là, il est très très clair que les États-Unis, certains observateurs n'hésitent pas à dire, vont être saisis d'une sorte de logique de pactomanie, c'est-à-dire une sorte de réflexe. La pactomanie, c'est vraiment devenu un terme d'ailleurs officiel en géopolitique qui sert en fait, à définir cette période des années 50 où les Américains, totalement à la fois obsédés et effrayés par la montée en puissance de la rivalité avec l'Union soviétique,
s'empresse de se projeter dans des alliances multiples, telles qu'on les a évoquées précédemment, afin que de mieux lutter contre l'Union soviétique. Et là, c'est bien sûr la logique de l'endingment d'Harry Truman, surtout au début des années 50, dont on voit bien qu'elle illustre parfaitement l'ensemble des logiques telles qu'on les a annoncées précédemment. Alors après, à la fin de la guerre froide, ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que là aussi, il y a une convergence, parce qu'on est donc dans un monde qui se croit débarrassé de la guerre. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on a eu souvent l'occasion de répéter. Et me semble-t-il, il y a un événement qui est très très important, c'est la première guerre en Irak, d'août 1990, globalement, à février 1991. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on oublie trop souvent, ça paraît très très loin maintenant, c'est qu'on n'est plus du tout dans le cadre d'une alliance militaire classique. En fait, si on regarde bien, on a 35 pays, c'est trop souvent oublié, dont d'ailleurs la Syrie et l'Égypte, qui sont alliés des États-Unis, qui se proposent d'aller mettre une opération militaire de punition, parce qu'en réalité, on considère qu'on est dans un monde où il n'y a plus d'affrontement, il n'y a plus d'ailleurs la guerre, et donc plus ou moins sous mandat onusien ou sans mandat international, d'où l'importance d'avoir 34 alliés pour les États-Unis. On va rentrer en lutte contre les fameux États voyous, les Rogue States, qui seraient les quelques rares derniers États qui n'auraient pas compris l'évolution définitive de la géopolitique et dont il s'agirait de les ramener dans le droit chemin ou à raison. Donc c'est très intéressant parce que ce n'est pas du tout une opération qui avait été faite dans le cadre justement stricto sensu de l'OTAN, par exemple. Et puis après, par contre, on voit bien qu'il y a un troisième temps dans lequel les États-Unis, en plus, à une époque où ils ont même douté eux-mêmes, je rappelle Trump face à l'OTAN, de la viabilité de l'OTAN, reviennent sur ces logiques-là parce qu'ils sentent bien que, de leur point de vue, ces alliances vont être à nouveau nécessaires. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de symétrie, si vous me permettez le terme, entre la montée en puissance ou le déclin des alliances militaires et le retour, et puis la perception que les États-Unis en ont, ne serait-ce que d'ailleurs à travers leur simple grille d'intérêt. Le paradoxe, me semble-t-il, qu'il ne faut pas manquer de souligner, c'est que ça s'inscrit totalement à contrario avec la vision originale que les États-Unis avaient des alliances militaires. Cette vision, quelle est-elle? C'est la vision de Woodrow Wilson, à la fin de la Première Guerre mondiale, dont je trouve qu'on ne rappelle pas assez qu'elle stigmatisait les alliances militaires, qu'elle stigmatisait même les traités secrets, les accords secrets, parce qu'ils amenaient trop la guerre. C'est assez, je trouve opportun à rappeler quand on se rappelle les circonstances dans lesquelles ont été construits l'AUKUS tels qu'on les évoquait en début de séance, et que d'ailleurs c'était la Société des Nations, ancêtre de l'ONU, si on me permet cette expression, qui était censée réguler les relations internationales. Donc là, on se rend bien compte qu'il y a déjà une première implication forte, mais cette deuxième application, il y a peut-être une deuxième application ou un deuxième dédoublement tel que vous proposiez qu'on les appréhende ensemble vis-à-vis des États-Unis, quant à leur rôle tel qu'ils pensent le jouer dans les relations internationales. Oui, on est toujours dans le deuxième enseignement, donc le retour en force des États-Unis dans les logiques d'alliance. Mais ce deuxième point, c'est plutôt une vision globale, globalisante, c'est d'essayer de comprendre la façon dont les États-Unis perçoivent leur rôle dans le monde, leur implication dans les relations internationales et les modalités d'action en géopolitique de la part des États-Unis. Je serais tenté de synthétiser la question à travers deux termes, unilatéralisme ou multilatéralisme. En fait, on voit bien que les États-Unis hésitent entre ces deux axes depuis à peu près une vingtaine d'années. Et ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que, notamment, je pense aux années Bush, mais il y a toute une période dans laquelle les États-Unis ont clairement décidé d'agir seuls, considérant qu'ils avaient besoin de personne d'autre et qu'ils pouvaient très bien servir leurs intérêts de façon seule. Et alors, ce qui est assez intéressant à rappeler là, à titre d'exemple, c'est le second conflit irakien, débuté le 20 mars 2003, parce qu'on voit bien qu'il est clairement le pendant opposé au premier conflit, car là, les Américains, ils vont quasiment tout seuls, avec les Britanniques, mais on voit bien qu'ils font le forcing à l'ONU, que ça ne marche pas du tout. Ça nous remet à l'esprit des images assez célèbres sur des accusations de l'Irak qui posséderait l'arme nucléaire, qui se sont révélées évidemment totalement fausses par la suite. Et on voit bien que là, il y a une proportion des États-Unis à agir complètement seuls, qui ne correspond pas du tout à la situation qu'on évoquait avant, mais surtout qui ne correspond pas du tout à la situation dans laquelle on se trouve maintenant. Car les alliances militaires présupposent là qu'on est plutôt dans une vision multilatéraliste, et ce qui est important à soulever, comme si d'ailleurs on se rendait compte qu'aux États-Unis, qu'on était plus suffisamment à même d'agir seul,
ou qu'on ait suffisamment une puissance pour agir seul. Ce qui d'ailleurs ne peut être que corroboré en termes d'alliances par un fait, ces alliances associent des pays qui sont très différents, dont les objectifs ne sont pas forcément partagés et qui prétendent avoir une certaine liberté d'action. Donc on est passé d'une situation où les États-Unis pensent agir seuls à une situation où on s'inscrit dans des alliances avec des partenaires qui ont aussi leur propre grille de lecture. Ça, me semble-t-il, c'est une vraie évolution qui va nous emmener sur d'autres analyses ou d'autres perspectives. Oui, le troisième enseignement qu'on pourrait retirer de ce qu'on a développé jusqu'à présent, c'est que ces alliances militaires semblent nouer des liens entre des pays qui ne sont pas forcément homogènes culturellement, politiquement ou dans la tradition de la politique extérieure. Là, il y a un pays qu'il faut avoir à l'esprit, a fortiori dans l'organisation du Quad, c'est l'Inde. Parce que quand on remesure le poids de l'Inde géopolitiquement, de par l'importance de sa superficie, l'importance de sa démographie, l'importance de son histoire diplomatique, qui, comme on l'évoquait précédemment, faisait un pays qui était plutôt réservé, alors qu'on a là maintenant un pays qui plutôt a tendance à se mettre en avant et à partager un certain nombre d'ambitions, ou en tout cas d'objectifs, avec les États-Unis, mais avec l'Australie et avec le Japon, on voit bien que là, on a affaire à quelque chose d'assez singulier et d'assez nouveau. D'ailleurs, la question qu'on peut peut-être se poser, Olivier, de ce point de vue, c'est se demander si ce n'est pas la plus grande erreur stratégique de la Chine. C'est-à-dire que, en fait, la Chine, de par la crainte qu'elle a véhiculée, à tort ou à raison, est en train de réussir à conjuguer une alliance de pays qui, a priori, ont très peu de points en commun. Quand on reprend un livre de Kishore Mahbubani qui s'appelle « Le jour où la Chine va gagner », la fin de la suprématie américaine, il y a un premier chapitre qui est assez intéressant, parce que ce premier chapitre, c'est quelle est la plus grande erreur stratégique de la Chine ? Mais l'auteur, en fait, résume sa pensée à la politique à l'intérieur des États-Unis, dans laquelle il dit le problème des Chinois, c'est qu'ils ont réussi à créer une osmose entre le Parti démocrate et le Parti républicain, qui chacun d'entre eux craint autant l'un que l'autre la menace de la Chine. Moi, j'ai le sentiment qu'il faudrait étendre le raisonnement. Et qu'il faudrait étendre le raisonnement au niveau géopolitique, parce qu'on voit bien à travers ces alliances qu'on a en réalité des pays, comme on vient de le souligner, dont le point principal, on sait bien que la crainte de l'adversaire est l'un des ferments les plus importants en termes de la montée en puissance d'alliance, c'est la crainte de la Chine qui amène tous ces pays à s'allier, ce qui d'ailleurs, paradoxalement, pourrait nous laisser à penser que le titre tel que l'auteur le met en place et qui propose d'ailleurs une solution, va peut-être être amené à être challengé ou reconduit parce que la mise en place de telles alliances peut peut-être bouleverser les équilibres géopolitiques dans la région de l'Indo-Pacifique. Et au-delà de ça, ça va peut-être amener même un bouleversement global sur l'appréhension du monde tel qu'on doit l'avoir aujourd'hui. Et est-ce que ça veut dire, et ce sera le quatrième enseignement, qu'on assiste justement à la question du retour de la géopolitique ? Alors ça, c'est une question fondamentale à laquelle vous avez raison de m'inviter. On sait bien quelque chose que c'est un peu une sorte d'axe majeur sur nos interventions. Et là, en termes de vocabulaire, il y a plusieurs termes qui nous viennent à l'esprit. Internationalisation, mondialisation, globalisation, ou tout simplement, comme on est en train de l'évoquer maintenant, retour de la géopolitique. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette question-là dépasse, et de très loin, la simple question d'ordre formel, pédagogique ou académique qu'on se plairait juste à poser d'un simple point de vue d'un plaisir intellectuel, si vous me permettez cette formulation. Parce que internationalisation, évidemment, il y a. Quand on voit la montée en puissance des économies, des interactions entre les États, des communications, de la diplomatie, des technologies, de la géopolitique, tout le monde mesure parfaitement bien qu'il y a internationalisation. Mais n'est-il pas nécessaire aujourd'hui, en 2022, de totalement remettre en cause le concept de mondialisation ? D'ailleurs, n'est-il pas possible de remettre en cause le concept de mondialisation tel qu'il a été pensé dès le départ ? Et y a-t-il véritablement mondialisation aujourd'hui ? Parce que dans la mondialisation, me semble-t-il, ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on focalise sur la dimension économique et la dimension technologique, telles que, c'est vrai, elles sont en place. Mais on ne peut pas résumer la mondialisation à ça, Olivier. La mondialisation, elle
pressant aussi, elle nécessite aussi le fait qu'on soit dans un monde harmonisé, débarrassé de la guerre, qui partage les mêmes valeurs, qui aspire à appartenir à la même civilisation et dans lequel il n'y a plus aucune véritable différence politique. Or, le monde d'aujourd'hui, à travers évidemment la guerre en Ukraine, la multiplication des conflits par ailleurs et la réémergence des alliances militaires, montre bien qu'en fait, on est dans une globalisation, c'est-à-dire oui, une accélération de l'internisation des échanges commerciaux et des technologies, mais on reste dans un monde géopolitique très divisé et le retour des alliances militaires rend encore plus indispensable que d'avoir une grille de lecture du monde qui soit géopolitique. Bien, merci Fabrice pour ce retour à la grille de lecture géopolitique qui nous permet de sortir du gribouillage géopolitique. Merci encore. Merci à vous. Nous voici donc arrivés au terme de ce nouveau numéro des Rendez-vous de la géopolitique. Merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis.